Et bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro d'une semaine dans le monde de l'année 2026, une année qui débute avec fracas, avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad et bonne année. Je montre à nouveau Ziad le numéro de décembre-janvier 2026, l'Afrique du futur et la révolution IA en marche sur le continent africain. Avec nous également ce soir Alexandra Schwarzbrod, bonsoir, directrice adjointe de la rédaction de Libération. À la une du journal Ce Jour, qui peut encore sauver le Groenland? On y reviendra bien évidemment largement dans quelques minutes. Face à vous, Jean-Christophe Ploquin. Bonsoir Jean-Christophe, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. À la une de ce vendredi, Jean-Christophe, l'accord UE-Mercosur, 26 ans de psychodrame. Et à la une de l'Hebdo, 1 an de présidence Trump sous le regard de l'Amérique ordinaire. Et puis, belle interview de Thierry Breton, une longue interview de Thierry Breton, visée par une interdiction de visa aux États-Unis. Donc, absolument, et qu'on lira donc ce week-end. Merci Jean-Christophe. Et puis Éric Truand est avec nous ce soir, dessinateur et membre de Cartooning for Peace. Merci à vous également d'être avec nous ce soir. Éric, au sommaire donc ce soir de cette émission, ce premier coup de tonnerre de l'année 2026 avec l'opération américaine au Venezuela, frappe, capture et exfiltration de Nicolas Maduro, désormais jugé sur le sol américain. Un retour en force de la doctrine Monroe à la sauce Trump qui bouleverse une nouvelle fois l'ordre international. Et puis le président américain annonce qu'il pourrait s'en prendre dans quelques semaines au Groenland dont les États-Unis ont selon lui besoin. Et plus que jamais, l'Europe apparaît pour le moins impuissante face à ce président américain dont le soutien à l'Ukraine est par ailleurs indispensable. Et puis autre cible potentielle du président Trump, l'Iran, alors que Donald Trump menace le régime d'une intervention en cas de répression des manifestants, dit-il. Ces derniers battent le pavé depuis 2 semaines maintenant dans de nombreuses villes du pays, un mouvement à l'origine contre la vie chère, mais qui a pris une tournure politique. Alors le régime des mollahs est-il en péril? Le guide suprême promet en tout cas qu'il ne reculera pas face aux manifestants. Voilà, ce sont des images qui ont littéralement sidéré la planète. La capture puis l'exfiltration du président vénézuélien et de son épouse depuis présentée à un juge new-yorkais, inculpé entre autres pour narcoterrorisme. Une intervention américaine en dehors de toute légalité internationale que les Trumpistes justifient par la nature du régime Maduro. Mais Donald Trump ne s'en est pas caché. C'est aussi et surtout le sous-sol du Venezuela qui l'intéresse. Le pays détenant les premières réserves de pétrole de la planète. Alors assiste-t-on à une nouvelle forme d'impérialisme américain? On va écouter tout de suite Donald Trump. Nous devons d'abord reconstruire ce pays. Après, il y aura une élection, mais il ne saurait même pas en organiser une aujourd'hui. Le pays est devenu un pays du tiers-monde et il ne saurait pas faire une élection. On va reconstruire les infrastructures pétrolières et les gérer. On fera ça bien et ça va rapporter beaucoup d'argent. On reconstruira ce pays et seulement après cela, il y aura des élections. Alexandra, c'est donc un retour en force de la doctrine Monroe du début du 19e siècle à la sauce Trump, si je puis dire. Les États-Unis qui dictent donc leur loi, la Pax Americana, sur cette partie du monde. Oui, absolument. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Mais il n'y a pas que Trump. Il y a Vladimir Poutine aussi, de son côté, qui veut reconstituer l'empire russe avec les anciens satellites soviétiques. Donc on voit vraiment qu'il y a en ce moment trois sphères d'influence. Trois sphères d'influence qui sont en train de se reconstituer, qui essayent de se reconstituer. Alors, il y a une dimension nouvelle avec Donald Trump, c'est que c'est d'abord un businessman, Donald Trump. Et on voit bien que toutes les cibles qu'il vise, le Venezuela, vous l'avez dit, est la première réserve de pétrole au monde. Donc, c'est énorme. Et on a interviewé dans Libération aujourd'hui un chercheur qui explique bien que qui détient les réserves d'énergie, qui détient l'énergie de demain contrôlera le monde. Et ça, Donald Trump, il en a bien conscience. Le Groenland, on va en parler aussi, ce sont des réserves de terres rares énormes. Donc, il y a la notion aussi business chez Donald Trump. Et d'ailleurs, et au Moyen-Orient aussi, puisque son but, c'est de reconstituer, c'est de créer un lien avec les puissances pétrolières du Golfe, là aussi, dans un contexte de business. Donc, il y a cette envie de reconstituer l'empire, les sphères d'influence de l'Amérique, mais avec cette dimension business qui est très importante pour lui et pour son entourage, parce qu'on voit bien qu'il a constitué, il est entouré de gens, notamment son gendre, qui sont dans l'immobilier, dans l'énergie, et c'est vraiment le fric qui les anime aussi, enfin surtout.
Ziad, effectivement, un impérialisme totalement assumé et totalement business, comme l'a dit Alexandra, même pas maquillé comme ce fut le temps du temps jadis, en opération pro-démocratie, comme c'était le cas par exemple dans les années 80. Que dire de cette transparence de Trump sur ses intentions ? Ce qui est assez incroyable, c'est que si on écoute Trump il y a un an, c'est exactement le contraire. C'est je reste aux États-Unis, je ne fais pas de guerre, je ne vais pas à l'extérieur. America First. America First, c'est la grande époque J.D. Vance, c'est l'Amérique sur elle-même qui règle ses problèmes, etc. Et en quelques mois, on est basculé de ce paradigme américain à une Amérique conquérante qui règle ses comptes. Il ne faut pas oublier que Maduro, il est sur la liste noire américaine déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire que c'est Trump qui fait le dernier chapitre, mais... Oui, ça a commencé sous Barack Chavez Obama. Et Maduro sont des gens qui sont dans le collimateur de l'Amérique depuis très longtemps par gauchisme supposé, alliance avec Moscou, Cuba, qui est, comme vous le savez, générateur de vote aux États-Unis et que Cuba est maintenu en vie par le Venezuela. Mais ce qui me choque vraiment... moi, je peux aller assez loin dans le cynisme. Hein. On va chercher Maduro, on règle un compte, on met Maduro en prison. Enfin, c'est pas gagné d'ailleurs, parce que le procès, il faut qu'il ait lieu. Le juge, les tribunaux américains, c'est quand même pas non plus l'Albanie. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais ce qui est fou, c'est le côté prise de contrôle d'un pays. Et le Venezuela, c'est pas un petit pays. On parle d'un pays de 36 millions d'habitants, avec une longue histoire. Une longue histoire très compliquée. Hein. Ils ont été très pro-américains à un moment avec un régime qui était corrompu jusqu'aux yeux, qui a d'ailleurs généré le chavisme. Le chavisme est venu en réaction d'une oligarchie vénézuélienne qui, contrairement à ce qu'on dit, était totalement corrompue. Donc ce pays, je ne vois pas comment on va dire à ces élites d'être des collabos, parce que c'est ça. Vous allez être des collabos de l'Amérique, on va prendre vos richesses. J'arrive même pas à comprendre l'argument. J'ai entendu des magas à la radio ce matin qui disaient « Oui, mais ils nous l'ont volé, le pétrole ». Donc on revient à l'époque pré-Chavez. C'était les sociétés américaines, un peu comme à Cuba, les sociétés sucrières. Donc on est quand même dans un grand délire colonial, assumé, mais qui, à mon avis, va se heurter à la réalité du monde, comme je dis souvent sur ce plateau. Comme il se heurte à la réalité du monde au Moyen-Orient avec une situation absolument inextricable à Gaza et qui est scandaleuse, comme ils se heurteront avec l'Iran, si on en parlera tout à l'heure. Et donc, l'Amérique est toute puissante, elle a des capacités militaires qui sont impressionnantes, elle l'a montré, mais aller gérer un pays qui d'ailleurs est par ailleurs assez largement armé en termes de milices, de différentes variées de trafiquants. Enfin bon, c'est pas. Voilà, je suis très très surpris que tout ça passe crème aux États-Unis sans que personne ne se dise. Ça commence à monter, mais. Et Maduro a été donc exfiltré, mais le régime lui reste quand même en place. En tout cas, la relève est assurée par Delcy Rodriguez, donc la vice-présidente, enfin jusque-là vice-présidente du Venezuela, une figure acceptable pour Donald Trump. C'est une vision effectivement de la transition comme d'une collaboration, comme disait Ziad. C'est ça le plan de Donald Trump pour la transition au Venezuela ? Alors, c'est ce qui semble se dessiner. Lorsque Donald Trump est intervenu, il a notamment écarté l'hypothèse Machado, donc la leader qui va quand même recevoir à la mi-janvier oui, c'est ça. donc la prix Nobel de la paix, qui d'ailleurs dit, enfin dans une déclaration assez surprenante aujourd'hui, qu'elle va lui remettre le prix Nobel de la paix. C'est ça. À la Maison-Blanche. C'est consternant pour les deux. Hein. Oui. C'est surréaliste. Et ça ne va rien changer sans doute à son sort à elle. Hein, mais bon. Voilà, ce qu'on voit, ce qui a été posé durant les premières heures et les premiers jours, effectivement, c'est essayer de conserver le régime en place, mais de négocier avec lui, le régime vénézuélien, mais de négocier avec lui pour justement les accès américains au pétrole. Donc c'est toujours la stratégie du deal de Donald Trump, quoi. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que c'est à l'opposé de la stratégie que les États-Unis de George Bush avaient utilisée en Irak, où là, en 2003, c'était au contraire, évidemment, on chasse Saddam Hussein, mais aussi c'est ce qu'on avait appelé la débaassification, c'est-à-dire que le parti d'État qui contrôlait tout l'Irak de Saddam Hussein, ils ont été tous virés, les militaires de haut rang ont été tous virés, et donc l'Irak s'est retrouvé sans structure dirigeante, et ça a favorisé très vraisemblablement le chaos ensuite qui a plongé l'Irak dans l'horreur. Donc là, visiblement, les Américains apprennent quand même de temps en temps de leurs leçons, et donc ils n'ont pas imaginé un scénario à l'irakienne, mais plutôt de maintenir le régime en place, et qui est un régime
qui était à la fois extrêmement idéologique, quand on entendait les discours de Maduro ou quand on voit d'où venait Chavez, c'était effectivement une idéologie de gauche très très puissante, mais qui sans doute aussi a des éléments qui peuvent faire preuve de pragmatisme. Et l'ex-vice-présidente, qui est aujourd'hui présidente par intérim, était parmi le quintet un petit peu dirigeant, était identifiée comme l'une de celles qui pouvaient effectivement faire preuve de pragmatisme. Alors il y a aussi sans doute une envie de la part de Trump de diversion, de faire diversion, parce qu'on a bien vu qu'en interne, il y a les midterms qui arrivent prochainement, enfin bon, à la fin de l'année, et c'est vrai que la situation économique n'est pas extraordinaire aux États-Unis. Certains Américains, même qui ont voté Trump, commencent à se demander où il va, pourquoi, il doit être comment. déboussolé justement par ses promesses de America First, et puis maintenant on intervient à l'extérieur. Oui, mais bon, vous avez vu, il fait le cacou. Sa conférence de presse était sidérante, où je suis le meilleur, j'ai réussi un truc extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Je pense que ça peut marcher auprès d'une partie de son électorat. On va voir, la suite va dire si sur le moyen terme ça marche, parce que, comme vous le disiez très bien, il n'a pas été élu pour ça, ça c'est clair. Mais ça permet quand même de faire diversion, de montrer quand même qu'il est le plus fort, et ça plaît beaucoup à une partie de son électorat, et puis de faire peut-être diversion, parce que avec la guerre en Ukraine, qu'il avait dit qu'il réglerait en 24 heures, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Ça patine, il n'arrive pas à faire plier Vladimir Poutine. Au Proche-Orient, bon, ça s'est très bien passé avec Benyamin Netanyahou la semaine dernière, mais c'est quand même pas ça. Gaza est dans une situation catastrophique, c'est un mouroir. La Cisjordanie, c'est terrible aussi. Et voilà, il voit bien les remontées. Donc voilà, le Venezuela, ça permet de faire diversion de tout ça et de le faire apparaître en majesté, alors que sa cote de popularité était en train de dégringoler. Et en même temps, pardon, si je peux ajouter, il y a quand même cette attention à l'Amérique latine qui est quand même un fait majeur aujourd'hui de cette administration, c'est-à-dire que dans la nouvelle doctrine de sécurité nationale, l'Amérique latine, enfin voilà, ce qu'ils appellent maintenant, l'administration Trump, l'hémisphère occidental. J'avoue que j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, parce qu'un hémisphère, pour moi, c'est un peu la moitié d'une sphère. Et là, il désigne quelque chose qui est complètement, voilà, toutes les Amériques en quelque sorte. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de la priorité aujourd'hui, on va dire avec la Chine, le fait d'être vraiment très influent et d'intervenir effectivement en Amérique latine. Et on voit bien qu'il y a aussi un dialogue, entre guillemets, qui s'engage avec la Colombie pour faire un peu plier le président Petro, lui aussi mais aussi s'arranger pour avoir un candidat trumpiste qui soit élu aux élections présidentielles de mai prochain en Colombie. Donc voilà, et puis il y a ce que Marco Rubio, le secrétaire d'État, disait sur Cuba. Marco Rubio, qui est un descendant de Cubain, et donc il a, lui, un enjeu personnel avec Cuba et avec le régime castriste. Donc cette attention de l'administration sur l'Amérique latine, je pense que voilà, il va y avoir d'autres événements durant l'année 2026. Truand, les dessins sur ce premier thème. Alors, on en a reçu beaucoup. Beaucoup. J'ai essayé de vous faire une sélection qui nous venait d'Amérique latine, justement, pour avoir une vision qui soit un peu au cœur du sujet. Donc, un premier dessin qui nous vient du Venezuela, du dessinateur Vail, qu'on voit à l'écran. Alors là, ça résume un peu, en tout cas, la vision de Vail et d'une partie de la population du Venezuela, qui, comme le disait Ziad, pour qui ça passe pas crème. Et où on voit effectivement le marionnettiste Trump, la fratrie Rodriguez, donc la présidente par intérim, et son frère, le président de l'Assemblée nationale, je crois, qui disent, alors je vais vous épargner mon espagnol, jamais fidèles, et ce qu'on imagine être plutôt des militaires, ou en tout cas les soutiens du régime actuel, toujours des traîtres. Et un pauvre Vénézuélien qui tient un ticket de caisse, parce que c'est aussi de problèmes économiques énormes dont on parle. Un second dessin qui nous vient de l'Équateur, donc un voisin, donc qui dit à peu près la même chose, mais dont je trouvais la simplicité assez éloquente. À bas l'impérialisme, donc là c'est plutôt l'hypocrisie du régime dont on parle, puisqu'on voit que ce abat l'impérialisme qui a été brandi pendant des décennies sert de tapis rouge au roi Trump. Un troisième dessin qui nous vient toujours de l'Amérique latine, de Cuba, du dessinateur Mongo. Le précédent venait de Bonil.
où là, effectivement, on en parle beaucoup. Et c'est aussi la raison à peine cachée, voire pas du tout cachée, de l'invasion et de la capture, avec un Maduro qui n'est pas plus qu'un symbole ici crucifié sur l'autel du pétrole et des ressources naturelles, et le faucon aigle américain. Un avant-dernier dessin qui nous vient toujours du continent américain, où on va passer directement au dessin qui nous vient du continent européen, puisque c'est un dessin que j'ai commis moi-même. Quel avenir pour le Venezuela ? On n'a pas d'idée, mais on a du pétrole. Excellent. Merci beaucoup, Truand, pour ces dessins sur le Venezuela. Thème numéro 2 d'une semaine dans le monde ce soir. Quid donc maintenant de la suite ? Donald Trump menace désormais le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, qui fait donc partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Le président américain estime que les États-Unis ont besoin, dit-il, de ce territoire pour la sécurité nationale des États-Unis et qu'ils vont s'occuper de ce dossier d'ici quelques semaines. La première ministre danoise avertit, si les États-Unis choisissent d'attaquer un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrête, toute la sécurité mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Européens, eux, ne frappent toujours pas du poing sur la table, les mains liées sans doute par l'indispensable soutien américain à l'Ukraine. Avancé d'ailleurs cette semaine, on y reviendra lors de la réunion de la coalition des volontaires à Paris. On va tout d'abord écouter la première ministre danoise. Si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, alors ce sera la fin de tout. Cela inclut les accords concernant la sécurité tels qu'ils sont en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ziad, annexion du Groenland dans les prochains mois avec peut-être des soldats sur place. Est-ce que c'est un scénario dystopique ou c'est possible ? C'est pas dystopique. D'abord, on finit par croire Donald Trump. Maintenant, quand il dit quelque chose, déjà la première fois qu'on dit maintenant, on sait qu'il veut, qu'il peut, et qu'il y a un certain nombre de gens dans l'administration américaine. Ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler, qui sont en ligne avec ça. C'est pas lui tout seul, Ubu-roi, dans son bureau, qui appuie sur des boutons. Il y a une machine qui répond aux ordres, il y a des gens qui théorisent, il y a des gens qui exécutent, il y a des militaires qui font. Donc c'est pas du tout dystopique. C'est une vieille lubie américaine. C'est pas depuis 6 mois ou 1 an. Ça fait déjà des années que les Américains imaginent acheter le Groenland. Et encore une fois, si on fait un peu preuve de cynisme, si on déplace la caméra au-dessus de la Terre et non pas comme ça, on s'aperçoit à quel point le Groenland est au cœur des enjeux de l'Arctique, mais réellement au cœur des enjeux de l'Arctique, parce qu'il touche presque les États-Unis, il touche le Canada, la Russie, la Chine. On est vraiment sur le pôle. Et donc je comprends très bien, d'une certaine manière, que les Américains s'agitent, mais ils s'agitent parce qu'en réalité, ils ont des accords, ils ont des bases au Groenland qui sont déjà là. Tout ça pourrait très bien se passer, et c'est là qu'on rentre dans la moulinette trumpienne, l'hémisphère, etc., etc. Je ne pense pas qu'il y aura la guerre sur le Groenland, mais un lent étranglement du dossier, des pressions, de l'argent. Ils ont quand même humilié les Danois de manière très spectaculaire. Je veux dire, le Danemark est un des pays les plus pro-américains d'Europe, avec des accords même secrets. J'ai vu passer des infos aujourd'hui comme quoi ils auraient aidé les Américains à écouter Angela Merkel. Donc quand même, ils sont plutôt leurs potes, quoi. Et ce pays qui est leur pote, ils l'ont humilié. Ils savent que l'Europe est totalement désunie sur ce type de dossier, parce que ça supposerait une solidarité politique et militaire qui n'existe pas. Et on est, vous l'avez tous dit, main liée par le dossier ukrainien. Donc les Américains ont la main. C'est pas un dossier aussi spectaculaire que le Venezuela, que l'Amérique latine, que le Cuba, etc. Mais il faut pas dire dystopique. Possible. Et Alexandra, là aussi, c'est le sous-sol et les ressources du sous-sol du Groenland qui l'intéressent ? Oui, c'est à la fois le sous-sol, parce qu'on sait que les terres rares, sont surtout la Chine détient beaucoup de terres rares, et on sait que les terres rares sont indispensables pour toutes les hautes technologies, nos smartphones. Notamment l'IA. Voilà, donc c'est vraiment les matières dont il va falloir avoir besoin dans les années à venir, qu'il va falloir détenir. Donc Donald Trump, là, sait qu'il a une manne sur laquelle il peut mettre la main. C'est aussi les routes maritimes, vous en avez parlé. C'est vraiment un emplacement stratégique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit aussi, il n'a pas forcément besoin d'envahir militairement le Groenland. Le Groenland, il y a la population et il y a très peu de personnes. Ils ont déjà une base militaire, une base spatiale. Enfin, ils ont une nouvelle proposition financière à ses habitants.
Et surtout, oui, mais c'est pas seulement financière, mais ils peuvent essayer ils ont commencé à le faire, de brosser les indépendantistes dans le sens du poil. Tous ceux qui veulent se détacher du Danemark, et il y en a un certain nombre qui commencent à en avoir, ça fait un moment, qui commencent à en avoir assez de la tutelle danoise, il y en a quand même pas mal. Et là, les Américains pourraient très facilement essayer de mettre un coin entre les indépendantistes et les autres, et petit à petit essayer de provoquer un soulèvement anti-danois, et puis tranquillement mettre la main sur le territoire. Souvenez-vous, peu après l'investiture de Donald Trump, le vice-président J.D. Vance avait voulu aller au Danemark sans être invité, un peu comme s'il allait chez lui, un peu comme si c'était sa résidence secondaire, et qu'il y allait tranquillement. Je crois que sa femme et ses enfants y étaient déjà. Il a voulu y aller, et là, les Danois ont dit non. Là, c'est pas possible. Et il a compris que c'était un peu tôt pour aller prendre la mesure des rideaux. Mais voilà, c'était juste une petite mise en bouche, et je pense qu'ils vont tranquillement s'y installer peu à peu, sans fracas. Et les Européens, en effet, que peuvent-ils faire? Pour l'instant, ils sont... Et c'est la grande question, Jean-Christophe, que fait l'UE? Elle gagne du temps, elle essaie de gagner du temps. C'est vrai que le temps s'accélère à toute vitesse, et que l'Union européenne, elle n'est pas encore, je ne sais pas si elle le sera un jour, mais en tout cas, elle n'est pas constituée comme une entité politique fédérale solide qui est capable de finalement faire émerger des consensus très rapides et de prendre des décisions très rapides. Et par ailleurs, elle n'a pas de force militaire. La sécurité sur le continent européen, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, le principal contributeur et le principal actionnaire, c'est les États-Unis. Et donc, les Européens sont bien embêtés. Ils ne vont pas faire appel à l'OTAN contre les États-Unis. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est une situation très compliquée. Il y a la solidarité, elle s'exprime de façon diplomatique. Les 6 plus grands pays européens ont fait une déclaration commune pour manifester leur solidarité au Danemark. Je pense qu'il ne faut pas négliger aussi ce qu'on voit un peu en Ukraine, enfin sur le dossier ukrainien, où à 3 reprises au moins, on a vu des espèces de coups de boutoir de Trump ou de son administration en faveur de Poutine, avec notamment la fameuse rencontre Zelensky-Trump à la maison, dans le bureau ovale, et l'humiliation de Zelensky. Et on a vu à chaque fois, finalement, les Européens se concerter, monter au créneau ensemble, et arriver quand même à faire bouger les Américains dans leur stratégie vis-à-vis de la Russie. Donc là, on peut imaginer un scénario assez équivalent, c'est-à-dire que quand même, les Européens, ils ont des tas de 06, des tas de numéros de téléphone quand même, au Congrès, dans l'administration et ailleurs. Donc, et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, l'OTAN, c'est quelque chose de crucial. Il y a quand même des tas d'élus, y compris républicains, pour qui toucher à l'OTAN ou affaiblir l'OTAN ou avoir un comportement qui ruinerait toute confiance des alliés européens envers les États-Unis, c'est absolument pas bien perçu. Donc, il reste sans doute des cordes de rappel. Et effectivement, sans doute qu'on va vers un scénario qui va être plutôt, effectivement, grosse pression de l'administration et au bout du bout, des accords. Mais je ne suis pas sûr que l'OTAN... Enfin, la bataille pour le cœur de l'Amérique, c'est pas réglé. C'est-à-dire qu'il y a une partie des républicains traditionnels qui restent dans un schéma otanesque, atlantique, mais il y a une partie de l'opinion MAGA et de l'opinion publique qui a totalement débrayé. C'est vrai. Et que Trump incarne. Et je pense qu'un des problèmes de l'Europe, c'est la sidération. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé en 1 an. On sort de 4 ans de Biden. On s'était dit, bon, s'il revient, on va gérer comme on a relativement géré la première fois. On ne s'attendait pas du tout à la stratégie de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire le type fait tout voler en éclats. Et cette Europe qui est complexe, pas fédérale, il faut qu'elle s'habitue à une rupture systémique. Moi, je pense réellement de la manière dont le monde fonctionne. Ça suppose d'intégrer cette rupture, de se mettre d'accord. Par ailleurs, il y a les Russes qui nous balancent des missiles ou qui aimeraient bien, ou qui nous envoient des messages subliminaux avec des nouveaux missiles qui peuvent... Oui, donc moi, je suis assez... Je ne suis pas très optimiste sur la capacité aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'habileté, c'est vrai, parce qu'on est des négociateurs, on est des commerçants, donc on est des négociateurs, mais il y a quand même, je pense, une sidération très forte sur comment
peut-on s'organiser face à ce changement systémique? Comment Et y surtout, répondre, Alexandra? ce qui est très intéressant, c'est que les Européens sont en train de réaliser qu'ils se sont Lier les mains. totalement donné pieds et poings liés à l'Amérique. Je parle au niveau technologie, au niveau même défense. C'est-à-dire que la plupart des avions de combat en Europe ne peuvent pas voler sans l'autorisation américaine. Pour ce qui est du numérique, tout est piloté par les Américains. Donc, ils réalisent un peu trop tard qu'ils n'ont ça, ils pas... ont ils- 20 ans de retard. Ils n'ont Enfin, pas fait on est gaffe. toujours... C'est-à-dire qu'ils pensaient, et on peut les comprendre, nous-mêmes, on l'a cru aussi, que les Américains, pour la vie, étaient nos alliés. Et en fait, ça fait un an, même pendant le premier mandat de Trump, c'était pas à ce point-là. On ne voyait pas les Américains comme de possibles ennemis. Là, depuis un an, on comprend que les dirigeants américains, pas le peuple américain, on espère tous qu'il va se réveiller, mais en tout cas, les actuels dirigeants américains sont devenus des ennemis et non plus des alliés. Peut-être un mot quand même de cette 15e réunion de la coalition des volontaires cette semaine à Paris, en soutien donc à Kiev, en présence d'émissaires américains. L'Union européenne a quand même obtenu quelque chose. Enfin, ça a été un tournant, ce soutien américain à ces garanties de sécurité européennes, en cas bien sûr de cesser-le-feu. Oui, mais c'est aussi pour ça, justement. Ça mange pas de pain. C'est quand même une discussion qui contourne la discussion, qui devrait être entre l'Ukraine et la Russie. Bon, on a montré qu'on était capable d'avoir un peu de profondeur stratégique, je parle des Européens, et un peu de financement, et un peu de pesanteur pour pouvoir tenir cette Ukraine et la soutenir, parce que les Américains, ils changent de cap toutes les 10 minutes. Comme vous l'avez dit, ce qu'il veut, lui, c'est une paix au prix d'une Ukraine fragilisée, relativement démembrée, et qu'on retourne au business. Donc voilà, c'est pour ça que ces réunions sont importantes, c'est pour dire, on est là, mais encore une fois, je pense que les missiles d'hier soir étaient un message extrêmement précis de Vladimir Poutine aux Ukrainiens et au reste du monde. Ce qui est intéressant sur les missiles, c'est justement la réponse de Poutine, c'est « j'en veux pas de votre truc, ça m'intéresse pas ». Or, Trump essaye toujours d'amener Poutine quand même dans une logique de cessez-le-feu et de paix. Donc, effectivement, l'accord de la coalition des volontaires, il a permis une nouvelle fois de montrer qu'en face, Poutine ne voulait pas rentrer aujourd'hui dans un processus de cessez-le-feu. Et ça peut être important. Tout l'espoir des Ukrainiens, éventuellement des Européens, c'est de se dire un jour quand même, Trump, il va comprendre que Poutine n'en veut pas de la paix. Donc il faut encore augmenter la pression sur lui. Le regard des dessinateurs de presse. Oui, alors il se trouve qu'ils ont repris exactement la séquence de vos discussions. Premier dessin qui vient de Syrie, du dessinateur Fad Bahadi. Est-ce qu'on a affaire à une dystopie? Pas forcément, pas uniquement, mais à la volonté d'un seul homme finalement. Et à la vision qu'a Trump en l'occurrence du sphère et du globe terrestre et de la manière dont il va le retourner à sa guise. Un second dessin qui vient du Portugal, du dessinateur Rodrigo, qui reprend un peu la thématique de la manne dont parlait Alexandra. On y voit un Inuit et un phoque qui se demandent mais pourquoi ils voudraient de nous? Pourquoi ce qu'il y a en dessous. Voilà, ce qu'il y a en dessous. Entre autres, puisqu'il y a aussi les routes commerciales stratégiques. Un troisième dessin italien qui nous vient du dessinateur Emanuele Del Rosso. Là, on parlait de sidération. Ziad parlait de sidération et d'un lapin dans les phares. Alors là, on a plutôt une autruche, une Europe qui fait l'autruche, un OTAN qui fait l'autruche et une coalition qui fait l'autruche également. Comme le conclut le dessinateur français Urps dans le dernier dessin, on va voir apparaître menace sur le Groenland, l'OTAN ou la coalition d'ailleurs pourrait agir. Attention, on va faire une réunion. Ils l'ont fait. On ne devrait pas en rire. Non. Allez, dernier thème d'une semaine dans le monde, l'Iran qui a aussi des raisons de s'inquiéter alors que Donald Trump a menacé le régime d'une intervention en cas de répression des manifestants. Ceux-ci battent le pavé depuis 2 semaines maintenant à Téhéran et dans de nombreuses villes du pays, notamment dans l'Ouest. En dépit des tentatives d'apaisement du président Massoud Pezeshkian, les autorités iraniennes, dont la réponse est ambivalente entre déclarations justement destinées à calmer la rue et répression. À l'origine, en tout cas, de ces manifestations, une protestation contre la vie chère, mais au fil des jours, des slogans politiques se sont aussi mêlés aux revendications économiques avec, par endroits, des slogans hostiles au guide suprême lui-même, Ali Khamenei, qui affirme aujourd'hui qu'il ne reculera pas. On va l'écouter.
La nuit dernière, à Téhéran et dans d'autres villes, des vandales ont saccagé des bâtiments appartenant à leur propre pays, uniquement pour plaire au président américain. Que Trump s'occupe d'abord de son propre pays s'il en est capable, il s'y passe toutes sortes d'incidents. Bon, Jean-Christophe, au moins des dizaines de villes sont aujourd'hui concernées, quasiment toutes les provinces de l'Iran. Le mouvement a véritablement pris de l'ampleur depuis 2 semaines. Oui, c'est un mouvement effectivement contre la vie chère. C'est vraiment les 3/4 des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment un peuple qui souffre énormément, qui souffre depuis très longtemps. Et il y a eu fin décembre la chute de la monnaie nationale qui a du coup renchéri toutes les importations. Et donc des gens qui sont sortis spontanément, les bazaris aussi, les commerçants. Ce qui est plutôt inhabituel parce que c'est un bastion conservateur. Mais... Voilà. Mais alors, est-ce qu'on est dans une phase de coalition des luttes et notamment, on a tous en tête, en fait, le mouvement Femmes, Vie, Liberté de Mahsa, après le décès de Mahsa Amini. Visiblement, on n'en est pas là encore. C'est-à-dire que ceux qui manifestaient il y a 3 ans ne sont pas forcément ceux qui manifestent aujourd'hui. Et donc, finalement, ceux qui manifestaient au temps de Mahsa Amini ne sont peut-être pas en train de jouer la chute du régime, se disent ce régime il est encore là pour tenir, et face à cette révolte populaire et vraiment du pain en quelque sorte qui existe, finalement le régime a les moyens encore de réprimer férocement, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Donc c'est sans doute beaucoup trop tôt pour se dire c'en est fini du régime iranien. Il a énormément de ressources. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir la pression extérieure des États-Unis et d'Israël, avec le Mossad qui envoie des messages en disant de toute façon, un nouveau plan d'attaque. Voilà, on est dans les manifs et on organise un petit peu tout ça. Donc évidemment, ça envoie des messages très déstabilisants vers le régime iranien. Mais voilà, c'est ce régime dont on connaît la violence et la capacité de réprimer très très férocement a encore cette ressource-là. Israël qui a effectivement qui a validé un nouveau plan d'attaque contre l'Iran, une opération conjointe avec les États-Unis, c'est envisageable ? Bien sûr, ça s'est fait au printemps dernier, la fameuse guerre des 12 jours. Et d'ailleurs, souvenez-vous, la semaine dernière, Donald Trump avait proféré les mêmes menaces contre l'Iran, juste après le passage à la Maison-Blanche de Benjamin Netanyahou. Donc il y a évidemment un plan, ce qui permet de penser que ce régime, certes, il tient, mais il est en sursis. Et il ne peut pas riposter comme il l'a fait dans le passé, parce que les capacités balistiques ont été largement entamées la dernière fois. Il y a ça, et elles sont affaiblies, même si elles ne sont pas totalement détruites. Et puis surtout, il a perdu tous ses proxys, tous ses soutiens, le Hezbollah, le Hamas, qui existent toujours, qui sont toujours là, mais qui sont considérablement affaiblis. Et puis, on sait que tôt ou tard, soit de l'intérieur, parce qu'en effet, comme vous le dites, il est un peu tôt pour savoir si ça va prendre de l'ampleur ou si ça va s'arrêter. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas ce coup-là, ce sera le prochain coup. Et si ça ne vient pas de la base, les Américains et Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont clairement en tête de refrapper l'Iran. Et donc ce régime finira tôt ou tard par tomber. Ziad, Trump est passé des paroles aux actes au Venezuela. Il pourrait aussi le faire pour l'Iran. Au contraire en ce moment. Il dit je vais les attaquer s'ils tuent. Puis le jour d'après, il dit on va voir ce que ça donne. Donc on est dans le pragmatisme trumpien. Il n'est pas dans une ligne aussi... pour les Israéliens, c'est une question de vie ou de mort. C'est clair, c'est net. Si on peut entraîner l'Amérique de nouveau, on le fera. Et que ça. Les Américains, ils regardent. Qu'est-ce qui va se passer ? On sort le fils Pahlavi, puis finalement on le remet dans le placard. Enfin, c'est pas encore bien fixé. Se débarrasser des mollahs, ça serait génial. Est-ce que c'est au prix d'une guerre qui n'est pas de la même ampleur ? Ça se discute. Moi, je pense que la dynamique, elle se joue à Téhéran. C'est-à-dire que tant que le régime religieux reste cohérent avec lui-même, tant que ça ne se fissure pas entre une aile, j'allais dire, parce que l'Iran reste un pays quand même à tonalité religieuse.
tant qu'une partie du monde religieux ne bascule pas dans une espèce d'alliance pragmatique avec le monde laïco-moderniste, incarné par exemple un peu comme le président actuellement, s'il n'y a pas cet équilibre-là, ça tiendra. Et les militaires, et les passedarans, et les gardiens de la Révolution, ils iront vers le pouvoir. Et donc c'est vraiment... Quand est-ce que l'équilibre à l'intérieur de la Révolution, à l'intérieur du régime des Mollahs, va bouger pour des raisons de survie ou pour des raisons d'adaptation à un monde différent. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Mais on voit aussi que malgré le discours de violence, il y a une forme de contrainte par rapport aux autres manifestations qui avaient été réprimées dans le sang. Hein. Je veux dire, on se rappelle de scènes absolument terrifiantes. Là, on sent qu'il y a une espèce de... Peut-être faudrait pas aller au-delà d'un certain point. Bon, il y a déjà des dizaines de morts, cela dit, et puis il y a cette coupure d'Internet généralisée qui fait craindre à nouveau oui, mais la coupure d'Internet, malheureusement, c'est devenu un truc classique. Oui, Que ce soit en Iran, dans tous les pays, on coupe Internet pour pas que les gens voient ou pour pas que les gens communiquent entre eux parce que ça leur permet de monter des manifestations. Mais franchement, encore une fois, je pense que l'idée, ça serait quand même d'essayer d'avoir une coalition du changement, mais qui implique forcément une partie des religieux et du monde religieux, parce que l'Iran, ça reste un pays profondément marqué par 45 ans de révolution islamiste. Et c'est déjà l'heure des dessins sur ce troisième thème. Alors sur ce dernier thème, j'ai 3 dessins. Un premier qui nous vient du Brésil, du dessinateur Amorim. Vous verrez que les 3 dessins tournent autour de la figure évidemment symbolique et cardinale de ce qui se passe en Iran depuis des décennies, donc le guide suprême Ramenai. Là, il semble effectivement, comme disait Ziad, que ça se fissure, mais que ça tient un peu de choses. Et ça tient un peu de choses, notamment à cause ou du fait de Ramenai. Un second dessin qui nous vient à nouveau d'Italie, de Lombardie. On n'en a pas parlé ces dernières minutes, mais Bachar al-Assad, d'ailleurs, il a été évoqué qu'il était déjà parti cette semaine, ce qui ne semble pas être le cas. Il pourrait effectivement être accueilli en Russie et partager éventuellement une chambre avec Bachar al-Assad. Un dernier dessin, alors français, comme on sait le faire, qui rappelle, alors avec l'ironie et le cynisme légendaire de Rodot, que tout ça est parti, que l'État Assad est parti de problèmes économiques et de l'incurie du régime à gérer l'économie d'un pays. Donc on y voit là les 2 mots-là. Qu'est-ce que dit le Coran à propos de l'inflation? Merci beaucoup Truand. Allez, un mot tout de même de la libération du chercheur français Laurent Vinatier cette semaine. Il était emprisonné en Russie depuis juin 2024 et il a donc bénéficié d'un échange de prisonniers qui a aussi donc impliqué un basketteur russe détenu en France, lui aussi libéré. Alexandra, pourquoi ce timing ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première bonne nouvelle. Il faut quand même une des premières bonnes nouvelles de 2026. Il en fallait une. Après, voilà, ces échanges de prisonniers, ce sont des négociations serrées qui prennent du temps. Pourquoi maintenant ? C'est un peu compliqué de le. En tout cas, pas de quoi réchauffer les relations absolument glaciales entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Non, absolument pas. Ziad, un mot là-dessus ? Je sais pas. Je trouve qu'il y a des messages en ce moment qui circulent. Est-ce qu'on doit voir Poutine? Est-ce qu'on ne doit pas voir Poutine? Je trouve que ce genre de son, quand ça arrive dans l'opinion Emmanuel publique, Macron est en train de dire il faut recommencer à lui parler. Alors est-ce que ça donc je sais pas si c'est glacial, hein, on est d'accord. Mais est-ce qu'on est dans une phase de préparer l'opinion à un éventuel dialogue, peut-être, qui rentrerait dans le cadre des négociations, etc. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la phrase, c'est « je ne sais pas ». Et Jean-Christophe, tout ça dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure de bombardements d'ampleur absolument massive encore la nuit dernière sur Kiev, au moins 4 morts, et puis l'utilisation donc de ce Oreshnik inédit. La libération de Laurent Vinatier, c'est un irritant de moins dans la relation possible entre la Russie et la France. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, pour moi, il y a quand même un signal. On se facilite, on déblaye un petit peu le terrain avant peut-être de se rappeler au téléphone. Et pourquoi est-ce que à nouveau Poutine et Macron parleraient au téléphone? Peut-être parce que l'hypothèse d'un cessez-le-feu progresse et que, y compris Poutine, a besoin de parler à d'autres interlocuteurs que Trump ou que Witkoff.
Merci à tous, merci Jean-Christophe, Truand, Ziad et Alexandra d'avoir participé à Une semaine dans le monde. Ce soir, cette émission est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.